Vous écoutez Interpol, Emprise mortelle. Deuxième partie. Les enquêtes pour retrouver des fugitifs sont déjà difficiles à l'intérieur des frontières. Elles le sont 2 fois plus quand il faut mener une traque internationale. John Imhoff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. Les policiers ont besoin d'une aide extérieure. Dans ce cas, Interpol mobilise ses moyens dans le monde entier pour les aider dans leurs recherches. Mais en dépit de l'aide d'Interpol, les mois passent. Ira Einhorn est là, quelque part, séduisant de nouveaux disciples et peut-être de nouvelles victimes potentielles. Einhorn est l'archétype du gourou dirigeant de secte. C'est un charmeur, il est narcissique. Dr Chris Mohandy, psychocriminologue. C'est un psychopathe dans le sens où il prend plaisir à abuser des autres. Il a les mêmes traits de caractère que des individus comme Jim Jones, David Koresh ou Charles Manson. Ils ont tous le même type de personnalité. Ils estiment qu'il est normal d'utiliser les gens et ont une grande facilité à trouver des personnes influençables. Einhorn avait sa propre petite secte en quelque sorte. Ira avait un don pour séduire les femmes. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Lynn Abraham, procureur de Philadelphie. Et il fréquentait invariablement des femmes fortunées. Les filles pauvres ne l'intéressaient pas. Elles n'avaient aucun attrait pour lui. Il choisissait toujours des femmes qui pouvaient le soutenir financièrement. Le fugitif reste donc à l'abri du besoin et continue d'échapper à la police. Tandis que la traque se poursuit, la police fouille le passé de Einhorn à la recherche d'indices. D'anciennes compagnes du fuyard disent avoir été victimes de mauvais traitements, en particulier lorsqu'elles ont tenté de le quitter. Les auteurs de sévices comme Einhorn n'aiment pas être rejetés. Ce rejet est un moment très dangereux car ces gens-là n'aiment pas cette sensation. Ils préfèrent se sentir puissants. Et le seul moyen de restaurer ce sentiment de puissance est de recourir à la violence. La police de Philadelphie et le FBI veulent à tout prix retrouver Einhorn, afin qu'il soit jugé pour le meurtre de Holly, mais aussi parce qu'il risque de tuer Anna Jo Williams si elle s'avise de le quitter. Une fois qu'un individu a franchi ce seuil, celui du meurtre, plus rien ne peut le retenir. Il n'a plus de remords, rien ne peut l'empêcher de récidiver. La menace qui pèse sur Anna Jo Williams est bien réelle. Les enquêteurs craignent que Ira Einhorn ne frappe à nouveau. La police de Philadelphie et le FBI examinent les pièces à conviction trouvées dans l'appartement de Einhorn. Le journal intime de Holly fait partie des éléments les plus troublants. Elle y relate en détail les mauvais traitements qu'elle a subis. Meg Wackman, la sœur de Holly. Les enquêteurs ont découvert que leur relation n'était pas seulement éprouvante sur le plan émotionnel, mais qu'elle était émaillée de violences physiques. Et ils ont pu constater qu'elle s'était réfugiée dans la position typique des personnes victimes de mauvais traitements. Les policiers examinent également les écrits de Einhorn et découvrent un inquiétant penchant pour la violence. Il devait prendre plaisir à consigner ses abus par écrit, à disserter sur le sujet. C'était probablement des actes importants à ses yeux, qui valaient la peine d'être commémorés. Dans certains passages, il semble envisager de recourir au meurtre, ce qui confirmerait l'hypothèse selon laquelle Einhorn a tué Holly pour la posséder entièrement. Il devient alors évident que Holly n'a pas été la seule victime des violences de Einhorn. John Imhoff d'Interpol. La police était déterminée à traduire Ira Einhorn en justice. Nous redoutions fortement qu'il ne tue à nouveau. Il était clair qu'il n'éprouvait aucun remords à avoir assassiné Holly Maddox. Et que s'il avait commis un crime aussi atroce, il était tout à fait capable de récidiver. Les écrits de Einhorn fournissent d'autres indices précieux. Richard Di Benedetto, responsable de la traque. Son journal était très utile dans la mesure où il mentionnait ses diverses connaissances dans d'autres pays, des gens qui lui avaient permis de vivre à l'étranger pendant plusieurs années.
Einhorn semble apprécier tout particulièrement le Royaume-Uni. La police pense qu'il se cache soit en Angleterre, soit en Irlande. Et elle a vu juste. Einhorn et Anna Jo Williams se sont installés à Dublin, dans un meublé loué au professeur Dennis Ware et à son épouse. Le fugitif utilise son vrai nom, bien qu'il se présente au Ware comme un écrivain américain. Einhorn sort peu et ne parle qu'occasionnellement au Ware. Ces derniers deviennent de plus en plus mal à l'aise vis-à-vis de leur nouveau locataire. Il y avait plusieurs détails assez étranges dans son comportement, mais c'était très difficile à définir. Professeur Dennis Ware, propriétaire de l'appartement d'Ira Einhorn. Cela pouvait être un regard, un geste, juste une façon de parler qui vous rendait un peu mal à l'aise. La famille Maddox se fait du souci pour Anna Jo Williams. Je me suis demandé si elle savait ce qui se passait. Ignorait-elle que ce type avait gardé un cadavre dans son placard pendant 1 an et demi? Ne se disait-elle pas qu'il pouvait la tuer pour les mêmes raisons qui l'avaient poussée à tuer Holly? Au mois d'avril 1981, les Ware préparent un voyage à Chicago. Quand j'ai annoncé à Ira que nous partions pour les États-Unis, il est devenu un peu nerveux. Et il a dit à mon épouse, « Ne parlez pas de moi aux États-Unis, sinon vous allez me faire extrader. » C'était évidemment une remarque assez provocatrice qui ne pouvait manquer d'exciter notre curiosité. Une fois aux États-Unis, Dennis Ware s'informe, apprend la véritable identité de son locataire et se rend immédiatement au bureau du FBI de Chicago. Quand les policiers de Philadelphie apprennent la nouvelle, leur joie est de courte durée. Il n'y avait pas d'accord d'extradition entre les États-Unis et l'Irlande. Agent spécial Michael Carbonell. C'est le comble de la malchance. Ils savent où se trouve le fugitif, mais ils ne peuvent pas l'arrêter. La police irlandaise ne pouvait pas interpeller Einhorn puisqu'elle ne pouvait pas l'extrader aux États-Unis. Étant donné qu'il n'avait enfreint aucune loi de la République d'Irlande, rien ne pouvait justifier son arrestation. La police irlandaise se contente d'escorter les Ware à leur retour et d'expulser Einhorn. L'un des fugitifs les plus recherchés au monde s'en va libre, sans être inquiété. Il est parti. Je m'en souviens parfaitement. Il a détalé. C'était une étrange impression dans la maison silencieuse. On se demandait ce qui allait se passer ensuite. Les Ware l'ignorent, mais ils n'en ont pas encore fini avec Ira Einhorn. À Philadelphie, Carbonell et Di Benedetto continuent à travailler. C'était très frustrant de savoir que Einhorn était en Irlande, car nous étions impuissants. D'un autre côté, nous savions au moins où il s'était caché. C'était quand même utile. La chasse à l'homme doit maintenant se resserrer. Les enquêteurs mettent à jour la notice rouge d'Interpol, espérant que si Einhorn quitte l'Irlande, quelqu'un le repérera dans un pays ayant un accord d'extradition avec les États-Unis. La piste de Einhorn est encore chaude. Il dépêche immédiatement un inspecteur à Dublin. Il n'aura aucun pouvoir officiel et s'il tombe sur Einhorn, il n'aura pas le droit de l'arrêter. Personne ne sait où Einhorn et Williams se trouvent à présent, mais une voisine déclare avoir reçu récemment une lettre d'Anna Jo Williams. La lettre en elle-même ne révèle aucun indice, mais elle a été postée au Pays de Galles. Les enquêteurs ont suivi la trace de Einhorn de Philadelphie à Dublin et maintenant au Pays de Galles. Un hôtelier informe Scotland Yard que Einhorn a séjourné dans son établissement. L'hôtelier a reconnu Einhorn en regardant une émission à la télévision. Mais quand la police arrive, le fugitif a disparu depuis longtemps sans laisser de traces. Pour la famille de Holly Maddox, c'est à nouveau un terrible choc. Une fois de plus, nous étions accablés, car l'affaire était en passe d'être résolue assez rapidement. Les Maddox doivent continuer à patienter, mais Di Benedetto leur promet de ne pas les laisser tomber. Mon instinct me disait qu'il était probablement encore dans les parages. Quelque part en Irlande, peut-être caché dans la campagne.
À cette époque, Dennis Ware enseigne la physique au très réputé Trinity College de Dublin. En mai 1985, il tombe sur le fugitif en sortant de la cafétéria. Nos regards se sont croisés. Je ne savais pas vraiment comment réagir, d'autant qu'il m'a simplement frôlé sans faire attention à moi et qu'il s'est dirigé vers l'escalier. Le professeur décide de suivre le meurtrier présumé en dépit des risques. Einhorn refuse de lui parler. Je lui ai emboîté le pas jusqu'à l'entrée principale de l'université. Nous sommes sortis du bâtiment et je suis resté là, à le regarder s'éloigner à pied. Le professeur Ware contacte immédiatement la police de Philadelphie. Désormais, les États-Unis ont un traité d'extradition avec l'Irlande. L'inspecteur Michael Gormley de la police irlandaise lance l'offensive en quelques heures, mais il est trop tard. Le temps qu'on trouve l'adresse de Einhorn à Dublin, il était parti. L'appartement est l'une des quelques cachettes qu'utilise Einhorn. Le fugitif dispose de ressources financières inépuisables. Interpol compte sur l'aide des voisins. La plupart connaissent le couple d'Américains et quelques-uns les ont vus partir précipitamment la veille. J'ai interrogé une douzaine de personnes. Toutes le décrivaient comme un charmeur. Un homme cultivé, capable de parler d'absolument n'importe quel sujet. Les voisins savent qu'il passe beaucoup de temps à l'université et dans les librairies, mais pas ce jour-là. Nouvel échec, mais les enquêteurs ne renoncent pas. C'était à nouveau très frustrant, bien entendu. Mais je restais relativement optimiste, car nous l'avions localisé 2 fois en l'espace de 4 ou 5 ans. Richard Di Benedetto, en charge des fugitifs au bureau du procureur. On se disait que la chance commençait à tourner. Mais Einhorn reste insaisissable. Puis, fin 1985, la chance que les policiers attendent depuis des années se présente en personne à leur porte. 6 mois après avoir été aperçue à Dublin, Anna Jo Williams réapparaît soudain aux États-Unis, prête à se confier à la police. Elle anéantit tous leurs espoirs, affirmant ne pas savoir où ils se trouvent, puisqu'ils se sont séparés en Irlande. Il est devenu de plus en plus violent et elle a pris peur. Par chance, il a décidé qu'il ne la supportait plus et l'a jetée dehors. Mais elle leur donne 2 pistes solides. D'une part, Einhorn avait des contacts réguliers avec une riche héritière canadienne. D'autre part, il passait beaucoup de temps avec un certain ami. Un homme du nom de Nicolas Edwards, libraire à Dublin. La police irlandaise met aussitôt sa boutique sous surveillance dans l'espoir que Einhorn se montrera. Mais une fois de plus, le fugitif reste caché. Marie-Jo Grottenrath d'Interpol. Einhorn était difficile à localiser parce qu'il était plein de ressources, intelligent, il se liait avec des gens prêts à le couvrir et il était toujours en alerte. Mais c'est aussi le cas des enquêteurs. L'agent spécial Michael Carbonell du FBI collabore avec la police montée canadienne pour retrouver la trace de la riche héritière citée par la compagne de Einhorn. Elle a d'abord refusé d'être interrogée. Puis ils lui ont dit qu'elle aurait des ennuis avec la justice. Alors elle est venue faire une déposition aux États-Unis. Les agents du FBI et le procureur de Philadelphie interrogent l'héritière. Dans un premier temps, elle reste évasive, continuant instinctivement à protéger Einhorn. Ce qui permet à des individus comme Einhorn d'exister tels qu'ils sont, des psychopathes qui se servent des autres, c'est le fait que les gens normaux sont enclins à faire confiance aux autres. Dr Chris Mohandy, psychocriminologue. Ira Einhorn est le genre de personne qui séduit les femmes en leur racontant ce qu'elles veulent entendre et qui ensuite les conditionne progressivement à vivre sous sa coupe, à être dominées par lui. Plutôt que de risquer la prison, l'héritière accepte de parler et avoue qu'elle faisait parvenir de l'argent aux fugitifs.
C'est une des raisons pour lesquelles il a pu vivre à l'étranger et garder constamment un temps d'avance sur nous. Il bénéficiait effectivement d'une aide financière de la part de cette personne. Mais elle a rompu les ponts récemment. Elle se serait finalement rendue compte qu'il avait réellement tué Holly Maddox et qu'il l'avait menée en bateau depuis le début. L'héritière finit par dire aux policiers ce qu'ils veulent savoir. Elle pense que Einhorn est à Stockholm, où il vit avec une certaine Marie Valborg. Les enquêteurs quittent Dublin pour Stockholm. Dans la chambre de Einhorn, la police de Stockholm trouve une tasse de café encore chaud et une cigarette allumée dans un cendrier. Quelqu'un a sûrement prévenu Einhorn. Quelqu'un qui sait que l'héritière canadienne a parlé. Quoi qu'il en soit, l'oiseau s'est envolé. Quand vous suivez une piste, parfois elle mène à l'impasse, parfois non. John Imhoff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. Et dans l'affaire Einhorn, nous avons eu plusieurs bonnes pistes. Ça n'arrive pas souvent. Alors quand vous êtes à 2 doigts d'attraper un suspect, c'est une frustration énorme. Ils l'ont peut-être manqué de quelques secondes. Et le quadrillage complet de Stockholm ne donne aucun résultat. Une fois encore, Ira Einhorn s'est évanouie dans la nature, bientôt imitée par Marie Valborg. Nous avons envoyé des avis dans pratiquement toute l'Europe. En Espagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Et ça n'a rien donné. Mais dans ce métier, quand vous avez une piste intéressante, vous la communiquez, on ne sait jamais. À présent, le FBI et la police de Philadelphie n'ont pas d'autre choix que d'attendre. Nous étions furieux que le coupable continue à échapper à la justice. Quand Fred et Elizabeth Maddox meurent, l'assassin de leur fille est toujours en cavale. La famille continue de faire pression sur la police et en 1993, à Philadelphie, Einhorn est condamné par contumace pour le meurtre de Holly. Les inspecteurs Carbonell et Di Benedetto doivent poursuivre leur traque. On se réunissait chaque semaine pour faire le point. Parfois, on était à court de pistes. On avait tout épluché et sans résultat. Et quand on était au point mort, on réinterrogeait les témoins. On savait que le type courait toujours. À présent, ils doivent le débusquer. Finalement, en 1997, la chance sourit à nouveau aux policiers, grâce à leur attention aux moindres détails. Interpol Suède vérifie les informations concernant Einhorn et sa dernière compagne en date, Marie Valborg, et cette fois, ils ont une piste. Une certaine Marie Valborg Edwards a fait une demande de permis de conduire en France. La police pense qu'elle vit à Champagne-Mouton, en Charente. Quand Richard et moi avons reçu cette information, on a compris qu'on tenait Einhorn. Michael Carbonell et Richard Di Benedetto ont travaillé ensemble sur l'affaire pendant 9 ans. On n'avait jamais été aussi excités depuis le début de l'enquête. On était convaincus que Einhorn était avec elle en France. Mais il y a un problème. Ils habitaient une maison assez isolée à la campagne. Les policiers français doivent effectuer une surveillance discrète. Ils se sont postés plusieurs semaines au bord du ruisseau longeant la maison, habillés en pêcheurs. Un beau jour, ils repèrent quelqu'un à l'intérieur. Il s'agit bien de Einhorn. C'est maintenant ou jamais. On craignait que Einhorn ne prenne à nouveau la fuite. On ne voulait pas que cela se produise, car on n'avait jamais été aussi près de le capturer. On touchait enfin au but. Le 13 juin 1997, la police française investit la maison de Einhorn à Champagne-Mouton et arrête le fugitif qui lance un sourire narquois aux caméras. Quand la police française l'a interpellé et lui a passé les menottes, ça a été un moment fort. Un grand moment. Richard et moi étions fous de joie. Ça a été l'un des moments les plus gratifiants de ma carrière. Je me suis dit que justice avait été faite et j'étais très content pour la famille Maddox. Mais l'affaire n'est pas terminée. Paris refuse d'extrader Einhorn au motif qu'il a déjà été jugé et refuse de le livrer s'il encourt la peine de mort. La bataille juridique durera 4 ans.
Les autorités américaines doivent convaincre le gouvernement français qu'elles ne requerront pas la peine capitale et qu'elles rejugeront Einhorn. Le 20 juillet 2001, Ira Einhorn pose à nouveau le pied sur le sol américain, à Philadelphie, enchaînée cette fois et sous bonne escorte. Près de 20 ans se sont écoulés depuis le début de sa cavale. C'était une immense victoire pour la justice quand il a été extradé, car la procédure a pu reprendre son cours normalement. Le 17 octobre 2002, Ira Einhorn est déclaré coupable du meurtre de Holly par un jury populaire et condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. Grâce à la coopération entre Interpol et les services de police de nombreux pays, Ira Einhorn finira ses jours en prison. J'aurais voulu que mes parents soient en vie et présents dans la salle d'audience pour entendre la lecture du verdict, afin qu'ils sachent que le meurtrier de leur fille ne jouirait plus de la liberté qu'il avait si honteusement affichée. Mais nous sommes tous persuadés qu'ils le savent. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par David O'Donnell. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.